Le CEO millionnaire arrive à la soirée de luxe avec sa maîtresse. Mais il devient fou en voyant son ex-femme enceinte avec un autre. Il n'avait que 38 ans. Mais Guillaume Delcourt était déjà une légende vivante dans les cercles d'affaires parisiens. Visionnaire du numérique, stratège inébranlable, il avait transformé une petite start-up d'intelligence artificielle en l'un des piliers technologiques de l'Europe occidentale. Son nom circulait dans les colonnes du Figaro Économie, dans les dîners de l'Élysée, et jusque dans les rapports confidentiels de la Commission européenne. Tout ce qu'il touchait semblait se transformer en or. Mais derrière l'image du Golden Boy français, certains murmuraient d'autre chose. On disait qu'il n'avait jamais aimé vraiment, qu'il savait séduire, mais jamais s'attacher. Son mariage avec Élise Aubry, brillante architecte et fille de diplomate, s'était terminé dans un silence glacial, presque chirurgical. Aucun scandale, aucune dispute publique. Juste un communiqué sec, transmis par avocat, suivi d'un retrait progressif de toute photo ou mention d'Élise sur les réseaux et dans la presse. Depuis ce jour, Guillaume n'avait plus jamais prononcé son nom. Ce soir d'hiver, alors que Paris brillait sous les lumières de Noël et qu'un vent froid balayait les trottoirs de la rue de Rivoli, Guillaume s'habillait devant le miroir de son appartement du 8e arrondissement. Costume noir taillé sur mesure, montre suisse au poignet, cheveux coiffés avec précision. Il avait l'air d'un homme en contrôle absolu. Pourtant, quelque chose dans son regard trahissait une tension sourde. Assise sur le bord du canapé en velours, Camille Fournier ajustait la bretelle de sa robe couleur ivoire. Actrice montante du cinéma d'auteur, 26 ans, silhouette élancée et regard d'orage, elle était devenue la nouvelle muse de Guillaume. Les magazines People l'avaient déjà surnommée la perle de Delcourt, comme si elle lui appartenait. Elle jouait le jeu, consciente que sa proximité avec lui ouvrait des portes fermées à beaucoup. Leur relation, bien que récente, faisait parler. Les rumeurs allaient bon train, certains prétendant que c'était elle la raison du divorce, ce que ni Guillaume ni Camille n'avaient jamais confirmé, ni démenti. Ce soir-là, ils étaient invités à une soirée privée, organisée par la maison de haute horlogerie Boucher-Dubois, dans le cadre somptueux de l'hôtel Le Meurice. Une réception où ne se rendaient que les visages les plus connus du monde du luxe, de la finance et de la politique. Guillaume avait l'habitude de ces événements. Champagne millésimé, promesses murmurées entre deux toasts, regards échangés pour sceller des alliances invisibles. Mais ce soir, malgré le luxe, malgré Camille à son bras, il avait cette étrange sensation que quelque chose d'imprévu allait se produire. Camille, pleine d'énergie, tourna vers lui un sourire éclatant. « Tu es sûr que ce sera amusant? Tu sais que je ne connais personne là-bas. » « Ne t'inquiète pas, répondit Guillaume, la voix posée. Je connais tout le monde, et ce soir tout le monde connaîtra ton nom. » Elle rit doucement, flattée, se leva pour passer son bras autour de celui de Guillaume. Ensemble, ils quittèrent l'appartement, descendirent les escaliers privés et montèrent dans la berline noire qui les attendait. La voiture filait à travers les rues illuminées de Paris. Camille regardait les vitrines décorées avec l'émerveillement d'une enfant. Guillaume, lui, restait silencieux, le regard perdu dans les reflets des phares sur les pavés humides. Il avait passé les 10 dernières années à gravir les échelons, à négocier des millions d'euros comme d'autres négociants des taxis. Il n'avait jamais reculé devant un combat, jamais hésité devant un choix stratégique. Mais il avait fui une seule chose, le chaos des émotions. Et pourtant, ce soir, il pressentait que cette armure de contrôle pourrait être fissurée. La berline s'arrêta devant l'entrée principale de l'hôtel Le Meurice. Une haie de photographes s'était déjà formée derrière les barrières de sécurité. Dès que Guillaume et Camille descendirent, les flashs crépitèrent comme une pluie d'étoiles artificielles. Elle sourit, posa une main sur son torse, jouant le rôle à la perfection. Lui, impassible, fit un léger signe de tête à la foule, maîtrisant chaque geste, chaque muscle de son visage. Ils entrèrent dans le hall, où des lustres de cristal suspendus diffusaient une lumière dorée. Des serveurs passaient avec des plateaux de champagne, des invités en smoking discutaient à voix basse autour de vitrines de montres étincelantes. Guillaume salua quelques visages connus, glissa quelques mots à un directeur de fonds, sourit à une députée en vogue. Camille, gracieuse, l'accompagnait comme une ombre élégante. Tout semblait parfaitement orchestré. Une soirée de plus à ajouter à l'album de la réussite. Une image brillante, impeccable. Rien ne laissait présager que cette façade allait, dans quelques instants, se fendre sous le poids d'un souvenir enfoui.
car parmi les invités de la soirée, une silhouette attendait. Une silhouette familière. Une femme dont le simple prénom pouvait encore, malgré tout, faire trembler l'empire glacé de Guillaume Delcourt. Élise. Les portes vitrées du salon impérial du Meurice s'ouvrirent dans un souffle feutré, laissant entrer le couple le plus attendu de la soirée. Guillaume Delcourt avançait, le pas mesuré, l'allure souveraine, tandis que Camille Fournier, dans une robe longue aux reflets nacrés, marchait à ses côtés comme une apparition parfaitement orchestrée. Les conversations s'interrompirent à leur passage. Certains baissèrent la voix, d'autres osèrent des sourires approbateurs, et tous observèrent, d'un œil avide, ce retour en scène d'un homme dont la vie privée avait été tenue loin des projecteurs depuis trop longtemps. Leur entrée était calculée mais sans arrogance. Guillaume n'avait pas besoin d'exagérer pour dominer l'espace. C'était sa présence même qui imposait le silence, cette manière de regarder droit devant lui, sans hésitation, comme s'il traversait un champ de bataille plutôt qu'un parterre mondain. Camille, habituée au plateau de tournage plus qu'aux salons aristocratiques, adaptait son jeu. Elle souriait, inclinait subtilement la tête, glissait des salutations à des visages connus ou supposés influents. Mais elle n'était pas dupe. Elle savait que ce soir, c'était lui, Guillaume, que tous étaient venus voir. Ils se dirigèrent vers les hôtes de la soirée. Un couple de collectionneurs suisses mêlés aux héritiers de la maison horlogère. Poignées de main ferme, politesses échangées, compliments sur la réussite, sur le dernier modèle de montre lancé au Japon. Guillaume maîtrisait tout. Il naviguait avec aisance dans ce monde de faux semblants et de contrats tacites. Pourtant, au moment même où il portait à ses lèvres la flûte de champagne qu'on venait de lui remettre, un frisson discret le traversa. Son regard, attiré sans qu'il comprenne pourquoi, dériva vers le fond du salon. Là, parmi un petit groupe de convives, elle était là. Élise. Elle n'avait rien d'une apparition théâtrale, pas de robe exubérante ni d'entrée spectaculaire, mais elle brillait d'une lumière douce, presque dérangeante dans ce contexte de vanité et d'ostentation. Ses cheveux relevés en un chignon sobre laissaient non voir la finesse de son cou, ses traits apaisés. Elle portait une robe bleu nuit, simple, élégante, qui épousait doucement la courbe de son ventre arrondi. Car oui, il ne pouvait y avoir de doute, Élise était enceinte. Guillaume s'immobilisa. Le verre resta suspendu entre sa main et sa bouche. Il ne cligna pas des yeux. Pendant quelques secondes, il oublia le monde qui l'entourait. Camille parlait à quelqu'un, riant doucement d'une anecdote légère. Mais Guillaume, lui, n'entendait plus rien. Il ne voyait que cette silhouette familière, presque irréelle, et le détail qui bouleversait tout. La main qu'Élise posait doucement sur son ventre, avec ce geste instinctif et tendre qu'ont les femmes enceintes. À côté d'elle se tenait un homme inconnu, plus jeune, au regard calme, à l'élégance discrète. Il parlait à Élise, écoutait ses réponses, hochait la tête. Il n'y avait rien de démonstratif entre eux, aucun geste déplacé, mais leur proximité trahissait une intimité déjà installée. Ce fut au moment précis où Élise leva les yeux vers lui que Guillaume sentit la brûlure. Pas de colère, ni même de jalousie immédiate, mais une sorte de vide qui l'aspira. Leurs regards se croisèrent. Elle ne sursauta pas. Elle ne détourna pas les yeux. Elle soutint son regard avec une tranquillité presque insolente. Aucune gêne, aucun trouble visible. Juste ce calme profond, presque provocateur, qui le frappa de plein fouet. Cela faisait combien de temps qu'il ne l'avait pas vu? 2 ans? Un peu plus? La dernière fois, c'était dans le cabinet de l'avocat chargé de finaliser les modalités du divorce. Pas de cris, pas de larmes, mais une froideur qui avait gelé toute tentative de dernière parole. Guillaume, à l'époque, pensait qu'il en sortirait libre, léger. Il avait cru que tourner la page suffirait à effacer les lignes. Mais ce soir, en la voyant ainsi, enceinte, paisible, accompagnée d'un autre, il comprenait qu'il ne maîtrisait rien. Il sentit une pression sur son bras. Camille. « Guillaume, tu es ailleurs, non? Je te parle depuis tout à l'heure. » Il détourna les yeux, reprit contenance, força un sourire. « Pardon. » Un instant de distraction. Trop de visages connus, sans doute. Elle le regarda un instant, soupçonneuse, mais n'insista pas. Ils reprirent leur parcours dans le salon. Guillaume échangea quelques mots avec un sénateur, répondit à une question sur le prochain partenariat de sa société, accepta une nouvelle coupe de champagne. Mais son esprit restait fixé ailleurs, sur Élise, sur sa grossesse,
et sur ce mystérieux inconnu. Il osa un nouveau regard vers elle. Elle riait maintenant, doucement, la main toujours posée sur son ventre, comme si elle voulait protéger ce qui se trouvait là. Guillaume sentit une bouffée de chaleur l'envahir, comme si le costume qu'il portait était devenu trop étroit, étouffant. Ce n'était pas la grossesse qui le choquait. C'était cette impression déroutante que tout allait bien dans sa vie, qu'elle n'avait pas seulement survécu à leur séparation, mais qu'elle s'en était relevée, et mieux qu'elle s'était épanouie. Il n'avait jamais envisagé cela. Dans ses souvenirs, Élise était restée figée au moment de leur séparation, distante, épuisée, vidée de sens. Il n'avait jamais réfléchi à ce qu'elle pourrait devenir sans lui, et voilà qu'elle apparaissait, non pas brisée, mais renouvelée, autonome, aimée, peut-être. « Guillaume !» murmura Camille, penchée à son oreille. « Qui est cette femme là-bas ? Celle en bleu. On dirait qu'elle te connaît. » Il mit un instant à répondre, puis, dans un souffle maîtrisé, une ancienne connaissance. Il ne voulait pas mentir, mais il ne voulait pas non plus donner des clés qu'il n'était pas prêt à partager. Pas ici, pas maintenant. Camille haussa les épaules, indifférente. Elle n'avait pas vu l'échange de regards. Elle ne connaissait pas l'histoire. Et Guillaume se promit de garder les apparences, du moins pour ce soir. Pourtant, au fond de lui, une certitude venait de naître, violente et irrépressible. Il ne pouvait pas ignorer ce qu'il venait de voir. Il ne pouvait pas faire comme si Élise et cette grossesse ne faisaient pas ressurgir une vérité qu'il avait volontairement enterrée. Il fallait qu'il sache, et pour cela, il allait devoir faire ce qu'il avait toujours évité, s'approcher du passé, l'affronter, en face. Guillaume n'était pas du genre à laisser une question sans réponse, surtout quand celle-ci le concernait aussi intimement. Depuis qu'il avait croisé le regard d'Élise et aperçu l'homme à ses côtés, une agitation sourde ne cessait de monter en lui, masquée sous des sourires de façade et des échanges protocolaires. Mais derrière cette maîtrise millimétrée, son esprit travaillait à plein régime. Qui était cet homme? Que savait-il de lui? Et surtout, depuis quand faisait-il partie de la vie d'Élise? Il attendit le bon moment. Pas une seconde de trop, pas un mouvement précipité. Il s'éloigna légèrement de Camille, prétextant un appel professionnel urgent, et s'isola près d'un coin discret du salon. Il ne décrocha aucun téléphone. Il observa simplement. Élise semblait rayonner d'un calme que Guillaume n'avait jamais vu chez elle auparavant. Elle parlait avec quelques invités, échangeait des gestes polis et revenait toujours comme un point fixe vers cet homme brun aux lunettes fines, vêtu d'un costume anthracite impeccable mais sans prétention. Un homme qui ne cherchait pas à briller, un homme qui n'avait pas besoin d'écraser les autres pour exister. À chaque mot échangé, il écoutait attentivement, répondait sans empressement, posait parfois une main discrète sur le dos d'Élise quand elle paraissait fatiguée. Guillaume vit assez de détails pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple ami, mais ce qui le déstabilisait n'était pas leur proximité physique. C'était la qualité du lien, invisible mais palpable, comme une conversation silencieuse qui se poursuivait même quand leurs lèvres restaient closes. Une complicité réelle, non fabriquée. Il repéra un vieil associé dans la salle, un homme du nom de Lavergne, consultant pour plusieurs maisons de luxe et observateur attentif du tout Paris. Il l'aborda comme on interroge une archive vivante. « Lavergne, tu connais l'homme qui accompagne Élise Aubry ce soir ?» Celui en gris, lunettes rectangulaires, Lavergne haussa les sourcils, surpris par la question, mais répondit aussitôt, avec ce ton mi-détaché, mi-joueur qu'ont les habitués de la haute société. « Julien Marceau, un médecin. Humanitaire, paraît-il. Il a passé plusieurs années en Syrie puis au Liban. Il est revenu en France il y a moins d'1 an, je crois. Il donne quelques conférences sur les traumatismes post-guerre, surtout dans les milieux académiques. Rien à voir avec le business ou la finance. Ils sont ensemble? Si tu veux mon avis, ils le sont. Mais très discrets. Ils ne cherchent pas l'attention. Et elle, depuis son retour à Paris, elle semble transformée. Guillaume n'écoutait déjà plus. Julien Marceau. Le nom s'imprima dans son esprit comme une provocation. Il avait espéré, au fond, que ce soit un acteur de passage, une relation éphémère, quelqu'un de son monde à lui, quelqu'un qu'il pourrait comprendre, dominer peut-être. Mais non, Julien ne jouait pas selon les mêmes règles. Il appartenait à un autre univers, étranger aux codes d'influence et de performance auxquels Guillaume avait tout sacrifié. Un homme sans ambition visible, sans fortune éclatante, sans passé public à disséquer.
Et pourtant, il était là, auprès d'Élise, comme si sa présence s'imposait naturellement. Cela dérangeait profondément Guillaume. Pas parce que Julien semblait heureux, mais parce qu'Élise semblait en sécurité avec lui. De retour auprès de Camille, Guillaume tenta de réintégrer le courant de la soirée. Elle l'attendait, un peu agacée, tenant une coupe à moitié vide, entourée d'un petit groupe d'acteurs et d'agents. « Tu as mis du temps », dit-elle en se tournant vers lui. « Problème avec la bourse de Tokyo ?» Il força un sourire. « Juste une urgence qui n'en était pas une. Tu sais comment ça marche. » Mais même ses pirouettes verbales habituelles n'avaient plus la même légèreté. Camille le sentit. Elle plissa les yeux, l'observa plus attentivement. Elle avait appris à reconnaître les failles, même derrière les masques les plus raffinés. « Tu veux qu'on parte ?»« Non, reste encore un peu. Tu dois rencontrer Charles Valette. Il produit un projet qui pourrait t'intéresser. » Elle acquiesça, mais son regard restait méfiant. Guillaume, lui, cherchait à nouveau Élise du regard. Elle parlait maintenant avec une galeriste renommée, tandis que Julien, légèrement en retrait, feuilletait un catalogue d'expositions récentes. Guillaume ne put s'empêcher d'analyser la scène avec une intensité étrange. Ce détachement apparent, cette discrétion, ce refus de prendre toute la place, c'était exactement l'inverse de ce qu'il avait toujours incarné. Il se rappelait ses propres dîners avec Élise, autrefois, toujours en train de consulter ses messages, toujours à parler plus qu'à écouter, toujours à planifier l'après, jamais le présent. Et ce souvenir douloureux s'imposa à lui comme une gifle. Dans leurs dernières semaines ensemble, Élise avait cessé de raconter ses journées. Non par lassitude, mais parce qu'il ne demandait plus rien. Julien, lui, semblait écouter sans effort. Il savait se rendre disponible, sans se mettre en scène. Ce contraste était insupportable. Guillaume sentit en lui une impulsion irrépressible. Il ne pouvait pas rester là, à observer, à deviner. Il avait besoin de vérifier quelque chose. Pas auprès d'un autre, pas par rumeur ou supposition. Il devait la confronter, même brièvement, même si c'était déplacé. Il s'excusa à nouveau auprès de Camille, qui n'essaya même plus de cacher son irritation, et s'éloigna d'un pas décidé vers Élise. Ce n'était ni jalousie, ni nostalgie. C'était plus profond. Une faille qu'il n'avait jamais su refermer, et qui s'ouvrait ce soir dans toute sa brutalité. Car au-delà de l'homme qui l'accompagnait, au-delà même de la grossesse, il y avait cette certitude insidieuse. Élise était redevenue elle-même. Ou peut-être était-elle enfin devenue ce qu'elle aurait toujours dû être. Et lui, Guillaume Delcourt, le grand architecte de réussites impersonnelles, se rendait compte, trop tard, qu'il n'avait jamais vraiment su qui elle était. Mais il allait le découvrir. Ce soir, Guillaume se faufilait entre les invités comme un chasseur silencieux, maîtrisant ses gestes pour ne pas éveiller l'attention, mais incapable de masquer la tension dans ses traits. Il n'était plus le CEO sûr de lui, salué par tous comme un exemple de réussite, mais un homme aux prises avec un passé qu'il avait tenté d'oublier, et qui, ce soir, revenait le frapper avec une précision chirurgicale. Élise se trouvait à quelques mètres à peine, toujours entourée de cette atmosphère sereine qui le déstabilisait plus que tout. Julien, légèrement en retrait, continuait à observer sans jamais imposer sa présence, une posture que Guillaume interprétait autant comme de l'arrogance silencieuse que comme une supériorité tranquille. Quand leurs regards se croisèrent une seconde fois, Élise comprit immédiatement qu'il venait vers elle. Elle ne montra aucun signe de surprise, aucune crispation. Elle redressa simplement les épaules, comme pour accueillir un moment qu'elle savait inévitable. Guillaume s'arrêta à un pas, salua poliment, le ton parfaitement contrôlé. « Bonsoir, Élise. »« Bonsoir, Guillaume. » Un silence s'installa, bref mais lourd de signification. Julien les observait, le regard calme, sans hostilité. Élise tourna légèrement la tête vers lui. « Julien, je te présente Guillaume Delcourt. » Elle avait prononcé son nom sans hésitation, sans ironie ni froideur excessive. C'était un fait, rien de plus. Julien tendit la main à Guillaume avec une courtoisie simple. « Enchanté, Élise m'a parlé de vous. » Guillaume accepta la poignée de main, ferme mais pas agressive. Il remarqua que Julien ne cherchait ni à dominer la scène, ni à jouer un rôle. Il était là, présent, mais sans compétition. Cela aurait pu le rassurer. Cela l'agaça davantage. « Et vous, vous êtes médecin. Je travaille principalement dans les zones de conflit. Je suis revenu en France depuis quelques mois. » Guillaume hocha la tête, feignant l'intérêt. Il n'était pas venu pour discuter du travail humanitaire d'un inconnu. Son attention revint immédiatement vers Élise. Elle semblait à l'aise, droite,
et pourtant une vigilance subtile traversait ses yeux. Elle savait que cette conversation ne serait pas anodine. « Tu es radieuse, dit-il finalement, en glissant un regard vers son ventre. « Merci. La grossesse me va bien, paraît-il. » Il y avait dans sa voix une touche d'ironie discrète, mais aucun sarcasme. Guillaume hésita un instant avant de répondre, pesant chaque mot. « Je ne savais pas que tu attendais un enfant. Tu ne m'as pas vraiment posé de questions ces derniers temps. » Il se sentit piqué, mais ne laissa rien paraître. À quelques mètres de là, Camille les observait, seule, un verre à la main, le regard rivé sur eux. Elle avait perçu le changement d'atmosphère et ne faisait plus semblant d'être absorbée par la conversation des producteurs. « Et combien de temps ?» Il laissa volontairement la phrase en suspens. Élise comprit, bien sûr. Elle baissa les yeux un instant, puis les releva, posant sur lui un regard dénué d'émotions excessives. « Ce n'est pas une question à poser ici. Tu ne crois pas ?» Julien restait silencieux. Il n'intervenait pas, mais sa présence suffisait à rappeler que ce n'était plus une conversation à deux. Guillaume prit une inspiration lente. Le parfum du champagne, des fleurs, du parquet ciré, tout lui semblait soudain écœurant. Il tenta de reprendre le dessus. « Je voulais seulement te dire que je suis heureux pour toi. » Élise le remercia d'un signe de tête, sans sourire. Il y avait dans sa posture une force tranquille, une maturité nouvelle, qui le déstabilisait profondément. C'était comme si elle avait grandi en son absence, libérée de son ombre. « Tu es venue seule ?» demanda-t-elle en désignant d'un mouvement discret Camille. « Avec Camille Fournier. Tu la connais peut-être ?»« Je vois qui c'est. Une actrice. J'ai lu un article récemment. » Le ton restait neutre, presque détaché. Camille, comprenant enfin qu'il s'agissait d'Élise, s'approcha doucement, feignant l'indifférence, mais avec une tension perceptible dans sa démarche. « Guillaume, tu ne me présentes pas ?» demanda-t-elle avec une douceur artificielle. Il n'eut pas le temps de répondre. Élise, toujours calme, prit les devants. « Élise Aubry, l'ex-femme de Guillaume. » Camille sourit poliment, légèrement déstabilisée. « Camille Fournier, enchantée. » Un silence s'installa. Julien rompit brièvement l'immobilité avec un sourire discret, mais rien n'apaisa l'atmosphère. Il y avait quelque chose de profondément inconfortable dans cette réunion improbable. Guillaume sentait son contrôle lui échapper, comme si cette scène lui échappait malgré tous ses efforts. Il tenta de réorienter la conversation. « Tu vis toujours à Paris ?» Élise répondit avec simplicité. « Oui, depuis peu. J'ai passé quelques mois à Lyon chez ma sœur. » Guillaume acquiesça, tentant de masquer son trouble. Il n'avait pas su cela. Il n'avait rien su, en réalité, depuis leur séparation. Il avait tout coupé, volontairement, pensant que l'oubli viendrait plus vite. Mais ce soir, face à cette femme qu'il croyait connaître et qui lui semblait maintenant étrangère, il mesurait à quel point il avait fui. Camille jeta un regard appuyé à Guillaume, puis se tourna vers Élise. « Félicitations pour votre grossesse. C'est prévu pour quand ?» Élise ne répondit pas immédiatement. Elle échangea un bref regard avec Julien, puis se contenta de dire « Bientôt ». Un mot, et pourtant tellement de choses derrière. Guillaume sentit une pointe d'irritation monter. Cette manière d'éviter les précisions, de garder le mystère, cela lui échappait. Lui, habitué à tout savoir, à tout maîtriser. Mais Élise n'était plus sous son contrôle. Il jeta un dernier regard à son ventre arrondi, puis aux mains de Julien, posées calmement dans son dos, comme pour lui rappeler qu'un autre était là désormais pour prendre soin d'elle. Et pour la première fois depuis longtemps, Guillaume sentit quelque chose se fissurer. Ce n'était pas de la jalousie, c'était plus profond. C'était l'intuition brutale que l'histoire ne s'était pas arrêtée là où il l'avait laissée, qu'elle avait continué, sans lui, et que peut-être elle n'avait plus besoin de lui pour se raconter. La tension, bien que contenue dans les gestes mesurés et les paroles polies, n'avait cessé de croître entre les quatre protagonistes. Les regards, plus que les mots, formaient le véritable langage de cette conversation, chacun pesant ses mouvements comme sur une scène de théâtre où la moindre inflexion pouvait déclencher l'irréparable. Guillaume tentait de garder le cap, d'afficher une neutralité qu'il ne ressentait plus depuis que ses yeux s'étaient posés sur le ventre arrondi d'Élise. Camille, elle, oscillait entre la curiosité et la défense instinctive, consciente d'être étrangère à un passé qui pesait lourd dans l'atmosphère. Le malaise se densifia encore lorsque Camille, qui jusqu'ici avait joué le rôle de la compagne élégante, glissa une phrase d'apparence anodine, mais qui fit basculer tout l'équilibre fragile de la scène. « C'est drôle,
Guillaume ne m'a jamais parlé d'enfant. Je ne savais pas qu'il en avait. La remarque murmurée à voix basse n'avait pas été lancée pour blesser. Elle relevait d'un étonnement sincère, peut-être d'une jalousie mal dissimulée. Mais dans le contexte, elle résonna comme une lame bien aiguisée. Guillaume se figea. Son regard se perdit un instant dans le vide, incapable de formuler une réponse immédiate. C'est alors qu'Élise, sans changer de ton, sans hausser la voix, répondit doucement. Lui non plus. Le silence qui suivit fut presque irréel. Le tumulte de la fête, les conversations autour, la musique de fond, tout sembla s'éloigner soudainement, comme étouffé sous une cloche de verre. Camille força un rire, un son sec, nerveux, presque pathétique dans sa tentative de briser la tension. Elle jeta un coup d'œil à Guillaume comme pour chercher une explication, un démenti, une quelconque reprise de contrôle. Mais il restait là, muet, figé, incapable d'articuler quoi que ce soit. Cette phrase, lui non plus, ne quittait plus ses pensées. Était-ce une pique, une accusation voilée, ou simplement une vérité nue, terrible, livrée sans haine, mais avec toute la force d'un constat irréfutable? Il avait évité Élise. Il avait évité les conversations difficiles, les explications longues. Il avait choisi le silence comme moyen de séparation, croyant ainsi protéger leur dignité commune. Mais peut-être avait-il aussi fui une responsabilité plus profonde. L'idée, jusqu'alors improbable, s'insinua avec une violence inattendue. Et si l'enfant qu'attendait Élise était de lui? Il tenta de reprendre le fil de ses pensées, mais tout semblait glisser. Camille, mal à l'aise, lança une phrase quelconque pour se retirer du petit groupe, prétextant aller chercher un autre verre. Julien observa la scène, attentif mais toujours silencieux, gardien d'un équilibre qu'il semblait comprendre mieux que quiconque. Guillaume, désormais seul face à Élise, sentit pour la première fois un vertige l'envahir. Le sol n'était plus aussi stable. Le plafond de marbre, les dorures, les lustres, tout devenait décor, superflu, vide. Il tenta de retrouver un appui. « Élise, ce que tu viens de dire, tu veux dire que… » Mais elle l'interrompit d'un geste très simple, un léger mouvement de tête accompagné d'un regard sans colère. « Guillaume, ce n'est ni le lieu ni le moment. »« Je comprends, » répondit-il, la voix plus basse. « Mais il faut que je sache. Il fallait le vouloir. » Cette fois, elle tourna le regard vers Julien, comme pour clore l'échange. Guillaume comprit le message. Il n'était plus son interlocuteur prioritaire. Il n'était plus le centre de sa vie. Il était un homme du passé, réinvité dans le présent sans autorisation. Il recula d'un pas, puis se retourna lentement, l'esprit en désordre. La soirée, jusque-là orchestrée avec brio, se transformait en débâcle intérieur. Il ne savait plus où se placer, ni ce qu'il devait ressentir. La colère, le doute, la peur, l'humiliation. Tout se mêlait dans une tempête silencieuse. Il croisa Camille plus loin, entourée de 2 réalisateurs qui tentèrent de la séduire avec des projets de films creux. Elle lui lança un regard interrogatif, mais il ne répondit pas. Il se dirigea vers la sortie de la salle, sortit sur la terrasse fermée, où un chauffage discret permettait aux invités de fumer sans grelotter. L'air était plus frais, plus sec. Il respira profondément, plusieurs fois. Mais rien n'apaisait ce qui montait en lui. Depuis combien de temps était-elle enceinte? 9 mois? Moins? Il tenta de faire les calculs, mais les chiffres dansaient dans sa tête. Leur séparation officielle remontait à presque 1 an, mais leur dernière nuit ensemble, cela remontait à quoi, 10 mois? 11? Et s'il avait fermé toutes les portes trop tôt? S'il avait tiré un trait sur quelque chose qu'il aurait dû affronter avec maturité, avec humanité? Son besoin de contrôle, sa peur du désordre émotionnel, l'avait-il conduit à renier une vérité fondamentale? Il repensa à la manière dont il avait quitté l'appartement qu'il partageait, à son silence prolongé, aux messages laissés sans réponse, aux documents signés sans regard. Il avait choisi la facilité, l'élégance froide. Et maintenant, la réalité revenait, nue, indiscutable. La porte s'ouvrit derrière lui. Il se retourna, s'attendant à voir Élise peut-être. Mais ce fut Camille. « Je ne suis pas idiote », dit-elle sans détour. Guillaume ne répondit pas. « Cette femme, c'est ton passé. Mais ce bébé, est-ce aussi ton avenir ?» Il ne savait que dire. Il la regarda, incapable de lui mentir, incapable de confirmer quoi que ce soit. « Je ne sais pas. » Elle le fixa quelques secondes, puis soupira. « Tu devrais le savoir. » Elle le laissa là,
seul, de nouveau. Guillaume appuya ses mains sur la balustrade en pierre de la terrasse. Le froid mordait ses doigts. Il resta ainsi longtemps, les yeux perdus sur les toits de Paris. Il avait bâti un empire en repoussant les émotions, en cloisonnant sa vie privée. Mais cette fois, aucune stratégie ne suffirait. Il allait devoir faire ce qu'il n'avait jamais fait, poser les bonnes questions, même si les réponses étaient douloureuses. Et, pour la première fois depuis très longtemps, il ne savait pas s'il était prêt. La nuit avançait dans le tumulte feutré des conversations, entrecoupées de rires maîtrisés et de verres cristallins entrechoqués. Les notes d'un quatuor à cordes flottèrent dans l'air parfumé de la grande salle, mais pour Guillaume Delcourt, le décor n'était plus qu'un théâtre désincarné. Rien ne sonnait juste. Il traversait les salons comme un homme désorienté, coupé de la réalité luxueuse qu'il avait autrefois tant séduit. Ce qui l'occupait désormais n'était ni un nouveau projet d'investissement, ni une stratégie de communication. C'était une question simple, brutale, qui battait dans sa tête à chaque pas. Ce bébé, est-ce le sien ? L'échange avec Élise, sa manière d'esquiver les dates, la réponse cinglante à Camille, tout renforçait cette possibilité. Il n'était pas idiot. Il connaissait le corps d'Élise, il connaissait leur histoire, leur distance progressive, mais jamais totalement consommée. Et s'il l'avait quittée sans confrontation, sans cri, sans explication, c'était aussi pour éviter les conséquences de ce qu'il n'avait jamais voulu nommer. Leur fin avait été lente, étouffée dans le confort, le mutisme et dans les routines évitées, plus que réellement dissolues. Sur la terrasse, seul, Guillaume avait fouillé ses souvenirs. Il revoyait les dernières semaines avant la séparation, ces soirées silencieuses où ils dînaient face à face sans se regarder. Le téléphone posé entre eux comme une barrière, elle de plus en plus fatiguée, absente, distante, lui absorbé par une levée de fond cruciale, enfermé dans ses tableaux de projection. Et pourtant, il se souvenait très bien de cette nuit précise, quelques jours avant qu'il ne quitte définitivement l'appartement. Un sursaut, une intimité retrouvée dans un élan désespéré, presque inconscient. Il avait cru que ce n'était qu'une parenthèse, une habitude avant l'adieu. Et si ce moment avait tout changé? Il rentra dans le salon, évitant les regards, traversa les groupes d'invités sans s'arrêter. Camille n'était plus visible. Élise, elle, était toujours là. Il croisa à nouveau Julien, assis à une table basse, entouré de deux femmes d'un certain âge, captivé par ce qu'il racontait. Le médecin parlait doucement, les mains posées sur ses genoux, sans théâtralité. Guillaume n'écoutait pas les mots, mais le ton. Il y avait dans cette voix une stabilité que lui-même ne possédait plus. Mais ce n'était pas le moment d'agir. Il le comprit avec une lucidité rare. L'agitation qui l'habitait exigeait du contrôle. Il n'était pas question de provoquer une scène publique. Il fallait attendre, réfléchir, comprendre. En fin de soirée, alors que les invités commençaient à quitter les lieux, Guillaume retrouva Camille dans le hall, son manteau sur les épaules, le visage fermé. « Tu viens ?» Il hocha la tête mais ne dit rien. Le trajet jusqu'à l'appartement fut silencieux. Elle ne chercha pas à relancer la conversation. Elle était blessée, il le voyait, mais plus encore, elle était lucide. Elle avait compris qu'elle venait d'assister à quelque chose qui la dépassait. À peine rentré, Guillaume se servit un verre de whisky qu'il posa aussitôt sans y toucher. Il s'assit, seul, dans la pénombre du salon. Son esprit tournait à vive allure. Il pensait à Élise, à cette grossesse, à Julien. Il repensa aussi à la manière dont il avait pris la décision de partir. Elle ne l'avait pas supplié, elle ne l'avait pas retenu. Elle l'avait laissé faire avec une dignité qui, maintenant, lui semblait presque cruelle. Il s'était attendu à un drame, à des larmes, à des mots qu'on ne rattrape pas. À la place, il avait eu le silence. Et maintenant, il comprenait que dans ce silence, il y avait une vérité qu'il n'avait jamais osé regarder. Au petit matin, il prit une décision. Il ne pouvait pas affronter Élise de nouveau sans être sûr. Il devait comprendre ce qu'elle avait traversé. Il devait remonter le fil, recoller les morceaux, seul. Il contacta un vieil ami, Marc Reynaud, avocat discret mais efficace, qui connaissait mieux que personne les rouages de l'administration. Il lui demanda un service, retrouver tout ce qui concernait Élise Aubry depuis leur divorce. Déménagement, interruption d'activité, démarche médicale. Rien d'illégal, simplement de l'information. 3 jours plus tard, il reçut un dossier mince, précis. Il l'ouvrit avec une certaine appréhension. Élise avait quitté Paris 2 semaines après la signature du divorce.
Elle s'était installée à Lyon, chez sa sœur cadette Marie Aubry. Aucune activité professionnelle déclarée pendant les 4 premiers mois. Puis, un engagement bénévole dans une association d'aide aux réfugiés. C'est là qu'elle avait rencontré Julien Marceau, selon les registres de l'organisation. Il y avait des attestations de missions communes, des déplacements à Lille, à Marseille, puis un retour à Paris. Ensemble. Mais ce n'est pas ce qui capta l'attention de Guillaume. Parmi les pièces, un document médical attira son regard. Une ordonnance datée de 8 mois et demi auparavant, émise par un gynécologue de Lyon. En y regardant de plus près, il vit une mention. Date estimée du début de grossesse, 12 semaines avant la visite. Guillaume saisit un calendrier. Il fit les calculs. La date correspondait au tout dernier jour de leur cohabitation. Il sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Il ne s'arrêta pas là. Il contacta le laboratoire indiqué, prétextant vouloir compléter des informations. À force de persuasion, et en usant de son nom bien connu dans les sphères administratives, il obtint un duplicata du dossier. Le résultat sanguin confirmait ce qu'il redoutait et espérait à la fois. Le groupe sanguin du fœtus, compatible uniquement avec le sien. Il n'y avait plus de doute. Le bébé qu'Élise portait était le sien. Il resta immobile longtemps, fixant le dossier posé sur son bureau. Tout ce qu'il avait fui, tout ce qu'il avait évité, lui revenait maintenant de façon implacable. Ce n'était pas une hypothèse ni une projection, c'était un fait. Et ce fait changeait tout. Mais pourquoi Élise avait-elle gardé le silence? Pourquoi ne pas l'avoir informée dès les premières semaines? Pourquoi avoir choisi Julien? Était-ce une protection? Une manière de se reconstruire? Ou un refus définitif de partager la parentalité avec lui? Guillaume n'avait plus le choix. Il allait devoir lui parler. Pas pour exiger quoi que ce soit, mais pour comprendre. Et peut-être assumer ce qu'il avait laissé derrière lui. Le dossier médical posé en évidence sur le bureau de Guillaume semblait brûler la surface du bois poli. Chaque ligne, chaque date, chaque chiffre confirmait une vérité désormais impossible à ignorer. L'enfant qu'attendait Élise était bien le sien. Ce constat, froid et irrévocable, frappait Guillaume avec la force d'un verdict rendu sans appel. Mais il savait que ces documents, aussi officiels soient-ils, ne suffisaient pas. Ce qui restait à comprendre ne se trouvait pas dans un relevé de laboratoire, mais dans les silences accumulés, les gestes manqués, et surtout dans cette frontière invisible qu'Élise avait élevée entre eux depuis leur séparation. Il lui fallait la voir, non dans un contexte mondain ni à travers les regards indiscrets d'un événement public. Il voulait une conversation réelle, loin des masques, loin des convenances. Il voulait entendre ce qu'elle avait à dire, et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, entendre ce qu'il n'avait jamais pris le temps d'écouter. Il envoya un message bref, sans détour. Il ne tenta ni flatterie, ni justification. Il demanda simplement quelques minutes, dans un lieu neutre, un café qu'ils avaient fréquenté autrefois, près des quais de la Seine. Élise répondit 2 heures plus tard. Une phrase simple. Demain, 17 heures. Pas plus de 20 minutes. Le lendemain, Guillaume arriva en avance. Il s'assit à une table isolée, dos à la baie vitrée, le regard perdu sur le va-et-vient des passants. Le vent de décembre faisait voler les écharpes, les feuilles mortes tourbillonnaient sur les trottoirs. Dans cette agitation urbaine, il cherchait un point d'ancrage, quelque chose à quoi se raccrocher, mais tout en lui flottait entre culpabilité, appréhension et cette étrange sensation de vide que seule la vérité peut provoquer. Élise entra sans fracas, vêtue d'un manteau en laine gris clair, les traits fatigués mais sereins. Elle s'approcha sans sourire, sans hostilité non plus. Elle s'assit face à lui, ôta ses gants lentement, puis croisa les mains sur la table. Guillaume, pour une fois, ne sut par où commencer. Il la regarda longuement, espérant que le simple échange de regards suffirait à installer un pont. Mais Élise n'était plus cette femme en attente de réponse. Elle était devenue une muraille douce mais inébranlable. « Merci d'être venue », dit-il enfin. « Je n'ai pas grand-chose à dire », répondit-elle. « Mais je suppose que tu as des questions. » Il hocha la tête, cherchant ses mots. « Le bébé, il est de moi, n'est-ce pas ?» Elle ne détourna pas les yeux. Elle ne sourit pas. Elle acquiesça. Simplement. Oui, le soulagement, paradoxalement, fut accompagné d'une douleur sourde. Ce n'était plus une supposition, c'était un fait. Mais au lieu de lui donner une forme de pouvoir, cette vérité le mettait face à son absence, à ses choix passés. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il,
presque à voix basse. Élise prit un moment avant de répondre. Elle regardait la rue à travers la vitre, comme si les mots devaient d'abord traverser une couche de silence ancien. Parce que je savais comment tu réagirais. Tu aurais voulu gérer la situation, transformer cette grossesse en données, en événement à contrôler. Tu aurais tout fait pour que ça ne vienne pas déranger ta vie, ton image, ton ascension. Guillaume sentit la morsure de la vérité dans ses paroles. Il ne nia pas. Il la laissa continuer. Je n'avais pas la force de vivre ça comme un affrontement. J'avais besoin de calme, de silence, de protection. Et je ne savais pas si tu serais capable de m'en offrir. Alors j'ai choisi de me taire. Il ne savait pas s'il devait s'excuser ou se défendre. Les deux options semblaient vaines. Il opta pour l'honnêteté brute. Tu as raison, j'aurais probablement tout gâché. J'ai toujours cru que les émotions devaient être gérées comme un plan d'affaires. Elle eut un rictus à peine perceptible, plus triste qu'amusé. Et c'est précisément pour ça que je ne t'ai rien dit. Un silence s'installa. Guillaume regardait ses mains. Lui qui contrôlait toujours ses gestes, ses postures, se sentait maintenant étranger à son propre corps. Il releva les yeux. « Julien est au courant ? Depuis le début ? » Et il a accepté de « oui », sans poser de conditions. Il m'a juste dit qu'il serait là si j'avais besoin. Il ne voulait pas remplacer personne, il voulait juste aider. Guillaume détourna le regard un peu trop brusquement. Cette réponse pleine de simplicité lui rappelait cruellement ce qu'il n'avait jamais su offrir. Un amour sans stratégie, une présence sans calcul. « Je veux faire partie de sa vie », murmura-t-il. « Je ne suis pas venu exiger quoi que ce soit. Je veux comprendre et réparer si je peux. » Élise le regarda longuement puis se pencha légèrement vers lui. « Réparer quoi exactement ? Le temps perdu ? Les décisions que tu as prises sans moi ? L'absence ? Le silence ? Guillaume, on ne répare pas une fuite en recollant les morceaux. On fait mieux ou on s'éloigne. Et si je veux faire mieux ? » Elle sembla hésiter. Puis elle répondit calmement. « Alors tu devras le prouver. Pas par des mots, pas par des grands gestes, par une constance, une présence, une implication réelle. Pas pour sauver ton image, pas pour apaiser ta conscience. Pour elle, pour cet enfant. » Il acquiesça lentement. Il savait qu'elle avait raison. Ce n'était pas une question de rattrapage. C'était une autre voie, à inventer. « Je suis prêt à faire ce qu'il faut. » Elle le regarda encore, longuement. Puis, elle sortit une photo de son sac. Une échographie. Elle la posa devant lui. « Voilà ce que tu as manqué. Mais il est encore temps de ne pas manquer la suite. » Guillaume prit la photo entre ses mains. Un choc. Ce n'était pas seulement une image. C'était un lien, enfin visible, entre lui et une vie qu'il avait ignorée. Il sentit ses doigts trembler. Il ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, Élise s'était levée. Elle remit ses gants, boutonna son manteau, puis le regarda une dernière fois. « Tu sauras où me trouver. Mais si tu reviens, fais-le pour elle, pas pour toi. » Elle quitta le café sans un mot de plus. Guillaume resta là, seul, la photo dans les mains, le cœur lourd mais pour la première fois depuis longtemps, tourné vers quelque chose de plus grand que ses regrets. Le lendemain matin, Paris s'éveillait dans une lumière grise, filtrée par les nuages bas d'un hiver sans éclat. Pour Guillaume, cette journée marquait une rupture silencieuse. La conversation avec Élise tournait encore dans sa tête comme une ritournelle impossible à chasser. Il s'était attendu à une confrontation, à des reproches, à une colère rentrée. Mais ce qu'elle lui avait offert était bien plus déroutant. Une vérité nue, posée avec calme, sans haine, mais implacable. Et dans cette vérité, il n'y avait pas de place pour les justifications ou les repentirs spectaculaires, seulement pour les actes. Mais le monde extérieur, lui, n'attendait pas que Guillaume Delcourt ait réglé ses affaires personnelles. Au contraire, il s'apprêtait à lui rappeler violemment qu'il n'était pas un homme ordinaire, qu'il vivait sous les projecteurs, même quand il ne voulait plus briller. À 7h30, alors qu'il sortait de la douche, le téléphone vibra sur la table basse du salon. Une série de messages affolés s'afficha, du directeur de la communication de son entreprise, de 2 membres du conseil d'administration et de son avocat personnel. Tous parlaient d'un article, d'un cliché, d'une rumeur devenue une onde de choc. Guillaume sentit une pointe glaciale dans le ventre avant même de comprendre. Il alluma la télévision. Sur une chaîne d'information continue, un bandeau rouge défilait sous le visage crispé d'un journaliste de société. Guillaume Delcourt et son ex-femme Élise Aubry réunis à une soirée de gala.
une grossesse au cœur d'un scandale. L'écran afficha alors une photo, prise la veille au soir, manifestement volée par un photographe indiscret. On y voyait Guillaume, Élise, Julien et Camille, dans le même cadre, dans cette posture tendue capturée au moment exact où Camille prononçait sa phrase malheureuse. L'expression de Guillaume, figée, trahissait une panique qu'il croyait avoir su contenir. Les commentaires allèrent bon train, rumeurs de paternité, spéculations sur une double vie, soupçons de manipulation médiatique. L'élégance feutrée de la soirée s'était transformée en scène de théâtre tragique exposée en plein jour. Camille, furieuse, n'avait pas attendu pour réagir. Moins de 2 heures après la diffusion des images, elle avait publié un message lapidaire sur ses réseaux. « Je ne joue pas dans des histoires dont je ne connais pas le scénario ». Une phrase sèche, froide, qui marquait la fin sans appel de leur relation. Les tabloïds, déjà sur les traces du couple depuis quelques semaines, se ruèrent sur l'affaire. Certains titraient sur « La trahison du génie », d'autres sur « La revanche silencieuse d'Élise », et tous cherchaient à savoir qui était le père de l'enfant. Dans la matinée, une réunion d'urgence fut convoquée au siège de la société Delcourt Technologies. Guillaume entra dans la salle du conseil comme un homme en sursis. Les visages étaient fermés. Certains évitaient son regard, d'autres affichaient une inquiétude mêlée à une forme de reproche. Il avait dirigé cette entreprise avec une main de fer, imposant l'excellence comme dogme, exigeant de ses collaborateurs une image sans faille. Aujourd'hui, c'était lui qui fissurait le vernis. Le président du conseil d'administration prit la parole. « Guillaume, ce que nous vivons actuellement n'est pas un simple bruit de couloir. L'affaire est reprise partout, y compris dans la presse économique. Les investisseurs s'inquiètent. Certains projets risquent d'être bloqués. Nous te demandons de prendre du recul, officiellement un congé temporaire, le temps que les choses se calment. » Guillaume sentit l'humiliation, mais il comprenait. Il n'était plus en position de négocier. Il avait bâti un empire sur l'image du contrôle. Et cette image, en 24 heures, s'était effondrée. « Très bien, » répondit-il sans détour. « Je me retire pour une durée indéterminée. Mais je resterai disponible pour tout ce qui est stratégique. » « Non, Guillaume. Un vrai retrait. Total. » Il encaissa. Il se leva, serra les mains avec froideur, puis quitta la salle sans un mot de plus. À peine sorti, son téléphone sonna encore. Des journalistes, des avocats, des amis inquiets. Il coupa l'appareil. Ce n'était pas le moment de parler. C'était le moment d'écouter. Enfin, pendant les jours qui suivirent, il resta chez lui, coupé du monde, refusant toutes les sollicitations. Il avait toujours cru que l'inaction était une forme de faiblesse, mais cette fois, le silence devenait une nécessité. Il relut plusieurs fois les documents liés à la grossesse d'Élise, observa l'échographie, se remémora chaque détail de leur dernière conversation. Puis il reprit contact avec Marc Reynaud, son ami avocat, pour lui demander un nouveau service. Organiser un rendez-vous avec Élise, à son initiative à elle, sans interférence. Mais c'est Élise qui prit les devants. Un soir, alors qu'il finissait de relire un article de presse particulièrement cruel, il reçut un message bref. Demain, 15 h, Square Trousseau, discret. Le lendemain, il s'y rendit, vêtu simplement, sans chauffeur, sans costume. Le square était calme, bordé d'arbres nus et de bancs vides. Élise l'attendait, assise sous un arbre, son manteau fermé sur son ventre arrondi. Il s'approcha, s'assit à côté d'elle, en silence. « J'ai vu ce que la presse a dit, » dit-elle sans préambule. « Je ne voulais pas ça. Je sais, ce n'est pas toi que je blâme. Mais c'est moi qui l'ai déclenché, en étant là, en n'évitant pas la rencontre. Non, Élise, c'est moi qui ai déclenché tout ça, en étant absent trop longtemps. » Elle hocha lentement la tête. Le silence entre eux n'était plus pesant. Il était juste. Guillaume sentit que quelque chose, enfin, s'était aligné. Pas une réconciliation, mais une compréhension mutuelle. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda-t-elle. « Je vais faire ce que je n'ai jamais su faire, rester, être là, sans tout diriger, juste apprendre à être. » Elle le regarda avec une intensité calme. « Si tu veux faire partie de cette histoire, il faudra accepter qu'elle ne tourne plus autour de toi. J'en suis conscient. Julien restera présent. Je ne suis pas là pour le remplacer. » Elle se leva, le regarda droit dans les yeux. « Alors c'est peut-être un commencement, mais ce sera à toi de prouver que tu ne vas pas fuir cette fois. » Il hocha la tête.
Il ne demanda rien de plus. Elle s'éloigna, laissant Guillaume seul dans le froid du square. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus froid. Il avait perdu son entreprise, sa compagne, sa réputation. Mais il savait ce qu'il voulait reconstruire. Pas un empire, une présence. Le retrait de la scène publique, imposé d'abord par le conseil d'administration et renforcé par la tempête médiatique, aurait pu détruire Guillaume. Il avait bâti sa vie adulte autour d'une seule idée, le contrôle. Contrôle de l'image, des décisions, des risques, des émotions. Mais ce retrait soudain, cette mise à l'écart brutale, fit surgir en lui un espace de réflexion qu'il n'avait jamais osé habiter. Isolé de la pression des actionnaires, des contrats à signer, des galas, des conférences et des deals sous silence, il se retrouva seul face à lui-même. Et face à une vérité encore incomplète, il savait maintenant qu'il était le père, mais il ignorait encore tout de ce qu'Élise avait traversé. Ce n'était pas de la simple curiosité. C'était un besoin viscéral de comprendre, non pas pour revenir dans sa vie comme avant, mais pour saisir comment une relation pouvait se décomposer au point de rendre logique le choix du silence. Pourquoi n'avait-elle pas tenté de lui dire dès les premières semaines? Pourquoi était-elle partie sans rien exiger? Pourquoi avait-elle accepté de porter ce poids seule, sans alerter, sans provoquer, sans s'appuyer sur ce qu'il restait de leur histoire? Il décida de retourner à Lyon, seul, sans prévenir personne. Il voulait voir de ses yeux, parcourir les lieux où Élise avait reconstruit sa vie. Il savait qu'elle avait logé chez sa sœur Marie, qu'elle avait été prise en charge par un service hospitalier dans un établissement public discret. Là-bas, il ne chercha pas à la suivre, ni à se renseigner sur elle par des moyens détournés. Il prit contact avec Marie, en personne, demandant simplement à la rencontrer. Elle accepta, non sans réticence. Dans un café calme, Marie Aubry arriva, méfiante mais polie. Elle lui ressemblait un peu dans les gestes, les inflexions de voix, mais son regard était plus dur, forgé par une volonté de protéger sa sœur. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, après les salutations d'usage. « Parce que maintenant je suis capable d'écouter, et surtout parce que je veux comprendre. » Comprendre quoi? Que tu l'as laissé dans le silence pendant des mois, et que maintenant que la presse s'empare de l'affaire, tu veux corriger le tir? Non, je veux juste savoir ce que j'ai refusé de voir. Marie, après un long silence, accepta de parler. Elle raconta, sans enjoliver, le départ précipité de Paris, le mutisme d'Élise pendant les premières semaines, les nausées, les insomnies, la perte de poids, l'incertitude, la peur de devoir élever un enfant seul, la difficulté à obtenir un suivi médical adéquat dans une autre ville, les refus de répondre aux questions de leur entourage, et surtout, le moment où Élise avait décidé de ne rien lui dire à lui. Elle ne t'a pas détesté, tu sais. Elle t'a effacé. C'est pire. Elle a préféré tout reconstruire à partir de zéro plutôt que de continuer à t'attendre. Et Julien? Elle l'a rencontré à l'association. Ils ont commencé à travailler ensemble. Il n'a jamais forcé les choses. Il était juste là, comme un point fixe. Quand elle a fini par lui parler de la grossesse, il lui a dit qu'il ne serait pas un obstacle, ni un sauveur, juste un appui. Et elle a accepté. Guillaume écoutait sans interruption. Chaque phrase était une brique de plus dans le mur qu'il n'avait jamais vu se construire. Il se rendait compte à quel point son absence n'avait pas été seulement physique. Il n'avait pas été là pour poser les bonnes questions. Il n'avait pas vu la fatigue d'Élise, sa fragilité, ses appels silencieux, à une attention qu'il ne savait plus offrir. Il avait été si absorbé par son monde, par ses chiffres, par sa réputation, qu'il avait réduit leur relation à une parenthèse qu'il pensait refermer proprement. Il repartit de Lyon avec un mélange étrange d'humilité et de chagrin. Il ne voulait pas se flageller, ni obtenir une absolution. Ce qu'il désirait maintenant, c'était bâtir autre chose, à partir des débris, mais avec lucidité, sans prétendre que tout pourrait être réparé comme avant. Il comprenait que la confiance ne se demandait pas, elle se méritait, et surtout, elle se reconstruisait à partir de gestes répétés, jamais de mots grandiloquents. De retour à Paris, il reprit contact avec Élise, cette fois sans proposition directe. Il envoya un message court. « J'ai parlé à Marie, je sais un peu mieux. Si tu veux qu'on parle, je suis là. Si tu préfères le silence, je respecterai. » Elle mit 2 jours à répondre, puis elle lui proposa de passer chez elle un après-midi pour discuter sans filtre. Guillaume, tendu mais déterminé, s'y rendit à pied.
Ce n'était pas un rendez-vous, c'était une chance. L'appartement était modeste, lumineux, chaleureux. Des livres empilés sur une étagère, quelques photos encadrées, un plaid sur le canapé. Rien de démonstratif, rien de figé. Élise le reçut sans formalisme. Elle avait changé dans sa manière d'occuper l'espace, dans sa façon de parler, plus posée, moins dans la retenue. Ils s'assirent à la table de la cuisine comme deux étrangers qui partagent une histoire commune, mais ne savent plus par où commencer. « J'ai vu Marie, dit-il doucement. Je sais. Elle m'a parlé de toi, de ce que tu as traversé, de ce que je n'ai pas vu. Ce n'était pas ton rôle de voir. Tu n'étais déjà plus là, Guillaume. Et j'ai compris que je ne devais pas attendre que tu reviennes pour faire ce qu'il fallait. Mais tu aurais pu me dire, me prévenir. Et si je l'avais fait, tu aurais arrêté quoi? Tes voyages? Tes levées de fonds? Tu aurais fait quoi concrètement? » Il ne répondit pas. Elle enchaîna plus doucement. « Ce n'est pas un reproche, c'est juste une réalité. À cette époque, tu ne savais plus vivre dans une relation. Tu vivais à côté de tout. Tu étais dans ta tour. » Il hocha lentement la tête. Il ne niait rien. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je suis prêt à descendre de cette tour. Pas pour toi, pas pour rattraper le passé. Pour elle, pour notre fille. » Le mot résonna dans la pièce. « Notre fille. » Élise le laissa suspendu un instant, puis soupira. « Elle aura besoin de stabilité, de cohérence. Si tu veux être là, ce ne sera pas en spectateur, ni en visiteur du dimanche. Je suis prêt à ce que tu veux, même si ça veut dire ne pas être visible, même si ça veut dire attendre. » Elle le fixa et dans ce regard, il lut qu'elle le croyait, peut-être pour la première fois depuis très longtemps. « Alors il y a une condition. » Guillaume se redressa, surpris. « Pendant 3 mois, tu disparais des radars. Pas de médias, pas d'événements, pas d'utilisation de cette histoire pour nettoyer ton image. Tu passes ce temps à apprendre à être père, en silence, avec moi, sans promesse. » Il ne réfléchit pas. « D'accord. » Elle sourit. Un sourire léger, presque imperceptible, mais il le reçut comme un début. Les semaines qui suivirent furent à la fois les plus longues et les plus silencieuses de la vie de Guillaume Delcourt. 3 mois de retrait absolu, comme exigé par Élise. 3 mois sans projecteur, sans publication, sans réunion, sans stratégie. Il ne répondait plus aux sollicitations, avait confié à un directeur adjoint la gestion temporaire de la société, ignorait les alertes financières et se tenait à l'écart de toute activité publique. Pour beaucoup, c'était une disparition volontaire, interprétée comme une retraite stratégique ou une forme de honte temporaire. Pour lui, c'était une initiation brutale à une réalité qu'il avait trop longtemps méprisée. L'apprentissage du temps long, du silence utile, de la présence invisible. Il ne vivait pas encore avec Élise, mais il venait régulièrement, sans annoncer son arrivée dans la presse ni en faire une posture. Il accompagnait Élise à ses rendez-vous médicaux, attendait parfois des heures dans les couloirs avec un calme qu'on ne lui connaissait pas. Il posait peu de questions, écoutait beaucoup, il observait comment elle interagissait avec les autres, avec le personnel de santé, avec les femmes dans la même situation. Elle ne se plaignait jamais, elle souriait rarement. Mais dans son regard, quelque chose avait changé. Elle n'attendait plus la preuve, elle constatait la constance. Julien était toujours là, mais à distance. Il ne tentait pas d'occuper un rôle, ni d'en défendre un. Il savait qu'il avait été un pilier dans une phase où tout pouvait s'écrouler. Et il savait aussi reconnaître avec une élégance rare le moment de se retirer sans s'effacer. Il continuait à envoyer des messages, à venir de temps en temps, mais il laissait à Guillaume l'espace dont il avait besoin pour trouver sa place. Pas en rival, mais en témoin bienveillant d'un rééquilibrage légitime. Un soir de mars, alors que Paris commençait à se dépouiller lentement de l'hiver, Guillaume fut invité à dîner chez Élise. Un vrai dîner, pas un échange formel. Il avait acheté du pain frais, un bouquet de tulipes, et un livre pour enfants qu'il avait trouvé en librairie sans trop savoir pourquoi. Élise le reçut sans tension, sans mise en scène. La table était déjà dressée, le repas simple mais chaleureux. Ils mangèrent en parlant peu. Puis, une fois la vaisselle rangée, elle l'invita à s'asseoir dans le salon. « Je pense qu'il est temps qu'on parle sérieusement », dit-elle en s'installant face à lui. Guillaume sentit immédiatement que ce moment n'était pas une évaluation, mais une bascule. Il acquiesça, prêt. « Tu as tenu ta promesse, » dit-elle. « Tu es venu. Tu es resté discret. Tu n'as pas cherché à te racheter par des gestes grandiloquents. Tu as été là. Et je ne te cache pas que je ne m'y attendais pas. »
Il resta silencieux. Il savait qu'interrompre maintenant serait une erreur. Mais il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Être le père de cet enfant, ce n'est pas seulement signer un papier. Ce n'est pas être présent pendant la grossesse et disparaître après. Ce n'est pas être là une semaine sur 2. Ce n'est pas offrir un prénom ou un héritage. C'est tout recommencer. Depuis toi. Guillaume sentit les mots résonner en lui avec une brutalité désarmante. Pas une brutalité hostile, mais une lucidité crue. Il s'était préparé à assumer un rôle. Mais elle lui demandait de devenir un homme nouveau. Et non pas pour elle, mais pour l'enfant. Pour Clara, comme ils avaient commencé à l'appeler, sans qu'il sache si c'était définitif ou provisoire. « Je suis prêt », dit-il simplement. « Tu crois l'être, mais l'enfant qui va naître ne se souciera pas de ton passé. Elle ne te demandera pas de compte sur ton succès. Elle n'aura pas besoin de ton prestige. Elle aura besoin de toi à 3 heures du matin, quand elle pleurera sans raison. Elle aura besoin de ta patience, de ton épaule, de ta maladresse même. Elle aura besoin d'un homme qui ne sait pas, mais qui apprend. » Il hocha la tête, profondément touché. « Et moi, poursuivit-elle, je n'ai pas besoin d'un partenaire. Je n'ai pas besoin d'un ancien mari reconverti en ami dévoué. J'ai besoin d'un coparent, d'un adulte qui comprend que ce qui commence maintenant n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu avant. » Il inspira lentement. « Alors dis-moi ce que je dois faire. Je ne cherche pas à récupérer ce que j'ai perdu. Je veux construire ce que je n'ai jamais su bâtir. Il n'y a pas de plan, pas de tableau de bord. Il y aura des jours où je te détesterai, des nuits où tu voudras fuir, des décisions qu'on ne prendra pas à 2. Il faudra tenir. » Guillaume se leva, fit quelques pas, puis revint vers elle. « J'ai quitté l'entreprise, définitivement. Je vais l'annoncer bientôt. Je veux être là pour cette première année, entièrement, sans échappatoire. » Élise le regarda longuement. Elle ne posa pas de questions. Elle comprit que ce n'était pas une déclaration pour impressionner, mais une décision mûrie dans le silence. « Et ta réputation? Tes actionnaires? Ils survivront. Ce que je ne survivrai pas, moi, c'est de rater ce que j'ai encore à vivre. Je n'ai plus envie de courir derrière le vide. » Elle s'approcha alors, posa sa main sur la sienne. Un contact simple, humain, sans ambiguïté. Un geste de reconnaissance. « Dans quelques semaines, elle sera là, et tu pourras la prendre dans tes bras sans t'excuser, sans raconter l'histoire de sa conception. Tu seras juste là, et ce sera déjà énorme. » Ils restèrent ainsi un moment, silencieux, les mains jointes, loin des drames, des éclats, des médias. Il n'y avait plus de justification à produire, plus d'images à sauver. Il ne restait que 2 êtres fatigués, lucides, prêts à accueillir un troisième. Ce soir-là, Guillaume rentra chez lui sans allumer la télévision, sans consulter ses mails, sans penser au lendemain. Il s'allongea sur le canapé et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait rien à prouver, seulement à attendre et à être prêt. L'annonce du retrait définitif de Guillaume Delcourt fit l'effet d'un séisme discret mais profond dans le monde feutré des affaires parisiennes. Ceux qui le connaissaient bien n'y crurent d'abord pas. D'autres parlèrent de stratégie de repositionnement, d'une manœuvre pour revenir plus fort après une parenthèse familiale symbolique. Mais les jours pincèrent, puis les semaines, et rien ne vint contredire cette décision. Guillaume avait véritablement tourné la page. Il avait cédé ses parts majoritaires à un fonds qu'il avait lui-même contribué à structurer des années auparavant. Il avait coupé les ponts avec les conseils, les comités, les invitations. Il n'avait accordé aucune interview. Et surtout, il n'avait pas tenté de donner une signification publique à ce départ. Il l'avait fait sans bruit, pour une raison que peu pouvaient le comprendre. Être présent pour Clara sans rien attendre en retour. Pendant ce temps, Élise entrait dans la dernière ligne droite de sa grossesse. Son corps fatigué trahissait les efforts d'un quotidien désormais concentré sur l'essentiel. Guillaume était là presque chaque jour, discret, prévenant. Il faisait les courses, installait les meubles du futur coin nurserie, apprenait à cuisiner des plats simples, lisait des manuels de puériculture comme on étudie des dossiers d'acquisition. Mais il ne tentait pas de contrôler. Il découvrait. Leur relation, elle aussi, s'était transformée. Ils ne parlèrent plus du passé. Ils vivèrent le présent, dans une forme de cohabitation ponctuelle et évolutive. Il ne dormait pas chez elle, mais parfois, tard le soir, il restait sur le canapé, écoutant Élise lui parler de ses inquiétudes, de ses doutes, de la peur d'accoucher, seule ou accompagnée.
Jamais elle ne lui avait promis qu'ils redeviendraient un couple, et jamais il ne le lui avait demandé. Leur dynamique s'était détachée des modèles traditionnels. Ils étaient autre chose. Pas des ex, pas des partenaires, pas des amants, des parents en devenir. Et cela suffisait. Un jour d'avril, alors que le ciel de Paris s'était enfin débarrassé de son voile hivernal, Élise proposa à Guillaume une promenade dans le jardin du Luxembourg. Elle marchait lentement, son ventre imposant contraignant son allure. Il l'accompagnait sans hâte, adaptant son pas au sien. Sur un banc à l'ombre d'un marronnier, elle s'assit et lui tendit un sac. « Ouvre ». Il obéit, découvrant à l'intérieur un carnet noir, relié de cuir. En l'ouvrant, il découvrit une série de notes, de dessins, de pensées datées. Des écrits qu'Élise avait commencés peu après leur séparation. Elle y avait consigné ses émotions, ses peurs, sa solitude, ses colères, mais aussi l'éveil de la maternité, les premiers mouvements de Clara, ses échographies, ses rendez-vous, ses nuits d'insomnie. Je ne voulais pas te raconter tout ça en mots. Je ne sais pas si j'aurais pu, mais je voulais que tu saches. Si tu veux vraiment connaître notre fille, commence par comprendre ce que j'ai vécu sans toi. Guillaume referma le carnet avec lenteur, le tenant contre lui comme un objet sacré. Il n'y avait pas de déclaration d'amour entre les lignes. Il n'y avait pas de rancune non plus. Il n'y avait que de la vérité. Et cette vérité, transmise avec cette pudeur infinie, valait plus que n'importe quelle lettre d'adieu ou promesse de retour. Les jours suivants, il lut le carnet dans le silence de son appartement, par fragments, parfois une page, parfois 10. Il pleura à certains passages. D'autres lui arrachèrent un sourire douloureux. À travers ces mots, il découvrait une version d'Élise qu'il n'avait jamais connue. Il découvrait aussi Clara dans son mystère, dans sa genèse, dans son lent cheminement vers la vie. Et ce lien, construit dans l'ombre, prenait désormais racine en lui comme une responsabilité profonde. Puis tout bascula une nuit. Vers 3 heures du matin, son téléphone vibra, c'était Élise. Elle ne paniquait pas, mais sa voix était tendue. « Je crois que c'est le moment. » Il n'hésita pas. Il s'habilla en vitesse, prit un taxi. À son arrivée, Élise était déjà prête, calme, concentrée. Il l'aida à descendre, lui tenait la main sans trop la serrer. Ils se rendirent à la maternité, l'un à côté de l'autre, sans éclat. Julien les y retrouva un peu plus tard, sobre, discret, posant une main rassurante sur l'épaule d'Élise, saluant Guillaume d'un simple signe de tête. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Il n'y avait rien à dire. Chacun connaissait sa place. Guillaume, cette fois, n'était pas en fuite. Il était là, sans rôle imposé, sans demande. L'attente fut longue. Élise souffrit, bien sûr, mais elle tint bon. Elle refusa la présence d'autres membres de la famille, ne voulant pas d'agitation. Seuls les 2 hommes restèrent par alternance dans la salle d'attente ou à ses côtés, quand elle en exprimait le besoin. Puis, à l'aube, alors que la lumière rose du matin envahissait les vitres de la maternité, Clara naquit. Le premier cri déchira l'air, net, vivant, inattendu. Guillaume sentit une vague l'envahir. Ce n'était pas une émotion esthétique, ni une euphorie. C'était quelque chose de plus profond, une fêlure qui s'ouvrait enfin. Quand on lui tendit Clara, emmaillotée, calme, les yeux à peine ouverts, il se mit à pleurer. Pas de honte, pas de retenue. Un pleur silencieux, sans larmes théâtrales, mais d'une intensité qu'il n'avait jamais connue. Élise, épuisée, l'observait du lit, sans un mot. Julien, en retrait, les laissa seuls dans l'instant. Guillaume approcha Clara de lui, la serra contre sa poitrine. Elle était chaude, fragile, réelle. Et dans cette seconde, tout ce qui avait précédé, les erreurs, les silences, les absences, ne disparut pas mais devint supportable, parce que ce qu'il tenait dans ses bras était une promesse, une responsabilité, un commencement. Il resta là, longtemps, à la bercer doucement. Il ne pensait plus à ses anciens bureaux, aux actionnaires, à Camille, aux tabloïds. Il n'était plus rien de ce qu'il avait été. Il n'était pas devenu un autre homme. Il était devenu un homme tout court. Clara ouvrit un œil, puis le referma. Guillaume lui caressa la joue du bout du doigt. Il n'avait rien à dire, juste à être là. Et cette fois, il le serait. Les jours qui suivirent à la naissance de Clara se déroulèrent dans un rythme suspendu, presque irréel. Pour Guillaume, ce furent les premiers jours d'une vie nouvelle, débarrassée des objectifs, des échéances, des réunions calibrées à la minute près. Il se réveillait tôt, sans alarme. Il marchait sans destination précise. Il mangeait peu,
mais avec attention. Chaque seconde semblait porter un poids que les années précédentes avaient effacé par automatisme. Désormais, tout était vu à travers un autre prisme, celui de Clara. Chaque geste, chaque regard, chaque décision passait désormais par une seule question silencieuse. Que signifie être père? Élise avait décidé de rentrer chez elle 3 jours après l'accouchement. L'hôpital, bien qu'efficace, restait un lieu de passage. Elle voulait la chaleur de son appartement, ses repères, son lit, son silence. Guillaume, après une brève conversation avec elle, proposa naturellement de rester quelques jours pour aider aux soins, faire les courses, surveiller les nuits. Elle accepta sans négociation. Il ne s'imposa pas, ne revendiqua rien, il s'adaptait, il apprenait. Il exécutait sans chercher à briller. Le premier bain de Clara fut un moment de panique douce. Guillaume, concentré, tenait la petite avec une délicatesse quasi maladroite, tandis qu'Élise le guidait du regard, couchée sur le canapé, trop fatiguée pour se lever, mais confiante. Il y eut des éclaboussures, des gestes hésitants, un rire discret échappé de Guillaume lorsqu'elle le mouilla. Puis il la posa sur la serviette et la sécha lentement, les mains tremblantes, comme si le moindre faux mouvement pouvait la briser. Mais elle ne pleura pas. Elle le regardait, comme si elle reconnaissait déjà en lui un visage connu. Les nuits furent les plus dures. Clara pleurait souvent, se réveillait par cycles imprévisibles, comme tous les nourrissons. Élise, encore affaiblie, avait du mal à se lever. Guillaume prenait alors le relais, apprenant à réchauffer les biberons, à vérifier la température de l'eau, à bercer la petite sur ses bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il ne dormait que par fragments, mais ne s'en plaignait jamais. Ces nuits sans confort, dans le noir ponctué de veilleuses, valaient pour lui plus que toutes les nuits d'hôtel 5 étoiles où il avait séjourné. C'était une vie à l'état brut. Il avait enfin la sensation d'être à sa place. Julien, de son côté, passait parfois avec pudeur. Il apportait des repas, des vêtements, des cadeaux utiles. Il ne cherchait pas à se mêler, mais sa présence rassurait Élise. Guillaume, à sa surprise, ne ressentait aucune hostilité à son égard. Au contraire, une forme de gratitude, car Julien avait été là quand lui n'y était pas. Il avait protégé Élise, sans prendre la place de personne. Il était resté debout là où lui s'était effondré. Et maintenant, chacun savait où il devait être. Une semaine après la naissance, Guillaume proposa une chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il s'assit à la table de la cuisine, prit un stylo, un carnet et écrivit une lettre à sa fille. Il ne savait pas quand elle la lirait, ni même si elle la lirait un jour. Mais il sentait le besoin de lui adresser des mots qui ne passeraient ni par Élise, ni par l'expérience. Une lettre pour dire la vérité. Il y parla de ses absences, de ses erreurs, de sa peur de ne pas être à la hauteur. Il y évoqua le silence entre ses parents, le vide qu'il avait lui-même creusé, et le miracle que représentait sa venue. Il lui dit qu'il serait là autant qu'elle le voudrait, sans jamais exiger quoi que ce soit. Il signa d'une main incertaine « Ton père, Guillaume ». Il laissa la lettre dans une boîte qu'il rangea dans le tiroir du meuble à langer. Pas pour qu'Élise la lise, juste pour qu'elle soit là quand Clara en aurait besoin. Ce geste simple, loin des discours ou des grands engagements publics, fut pour lui une forme d'engagement plus fort que tous les contrats qu'il avait jamais signés. Le mois d'avril passa dans cette routine nouvelle, exigeante, imparfaite mais honnête. Guillaume n'était pas devenu un père modèle en quelques semaines. Il faisait encore des erreurs. Il confondait parfois les biberons, s'agaçait intérieurement lors des pleurs incessants, se sentait impuissant lorsqu'il ne comprenait pas ce qu'elle voulait. Mais il restait. Et dans cette constance, il trouvait une forme de paix qui lui avait toujours échappé. Un matin, alors qu'il se promenait seul avec Clara dans une poussette légère, un inconnu l'aborda dans un parc. « Ce n'est pas vous, Delcourt? Guillaume Delcourt ?» Il hésita une seconde, puis répondit calmement « Je l'ai été. Aujourd'hui, je suis juste le père de Clara. » L'homme sourit, salua et s'éloigna. Guillaume resta là, sur un banc, regardant sa fille dormir. Il comprit à cet instant qu'il avait franchi une frontière invisible. Il n'était plus défini par ce qu'il possédait, ni par ce qu'il représentait. Il n'était plus dans le regard des autres. Il était là pour elle. Et cela suffisait. Quelques jours plus tard, il contacta un journaliste avec lequel il entretenait une relation de confiance. Il lui demanda une faveur. Publier une lettre ouverte, sans conférence de presse, sans passage télévisé, sans interview. Une lettre simple, directe, destinée à mettre un point final à son ancienne vie.
Elle parut dans les colonnes du Monde, un mardi matin. J'ai longtemps cru que la réussite était une forme de protection contre la perte, que l'image contrôlée, la puissance financière, la reconnaissance publique suffisaient à donner un sens à une vie. Je me suis trompé. J'ai fui, j'ai blessé, j'ai méprisé les évidences. Aujourd'hui, je choisis de commencer ailleurs, d'être autre chose qu'un nom dans un organigramme. J'ai une fille. Elle s'appelle Clara. Et pour elle, je vais consacrer le prochain chapitre de ma vie à la seule chose que je n'ai jamais su faire correctement, être présent. Les réactions furent nombreuses. Certains saluèrent le courage, d'autres ironisèrent sur la mode du repli émotionnel des puissants. Guillaume ne répondit à aucun message. Il avait fait ce qu'il devait. Le reste ne le concernait plus. Dans l'appartement d'Élise, Clara pleurait, réclamant son biberon. Guillaume se leva, alla la prendre doucement, sans un mot. Et dans ce cri minuscule, fragile, il entendit non pas une alarme, mais un appel. Un appel à rester, un appel à construire, un appel à vivre enfin. L'été approchait lentement. Les jours s'allongeaient sur Paris et les rayons de soleil s'infiltraient entre les immeubles haussmanniens, projetant des ombres chaudes sur les trottoirs. Pour Guillaume, chaque matin était un recommencement, mais non plus dans le sens d'une lutte quotidienne. C'était un recommencement doux, silencieux, comme une routine fragile qu'il découvrait avec une conscience aiguë. Il ne cherchait plus à aller plus vite que le monde. Il se contentait d'avancer à hauteur d'homme, à hauteur de Clara. La vie s'était stabilisée dans une forme d'équilibre discret. Guillaume n'avait pas repris de fonction publique, ni accepté les offres de consultants qui lui parvenaient régulièrement. Il en vivait confortablement, certes, grâce à ses placements et ses parts revendues, mais il ne parlait plus d'ambition, d'objectif ou de retour sur investissement. Ses journées étaient rythmées par les horaires de Clara, par les courses au marché, les rendez-vous pédiatriques et les longues balades en poussette à travers les rues calmes du 11e arrondissement. Élise, de son côté, avait retrouvé peu à peu son énergie. Elle avait recommencé à dessiner, à répondre à quelques demandes de projets sans pression. La présence de Guillaume dans la vie de Clara n'avait jamais été questionnée depuis l'accouchement. Il n'était ni en probation, ni en concurrence avec qui que ce soit. Il était devenu une présence évidente, acceptée, naturelle. Il dormait encore chez lui, mais passait la majorité de ses journées à l'appartement d'Élise, et parfois y restait le soir, quand les nuits étaient trop agitées pour qu'un simple relais suffise. Un jour, alors qu'il rentrait d'une promenade matinale avec Clara, Élise l'attendait dans la cuisine. Sur la table, un dossier beige fermé sans titre. Elle l'invita à s'asseoir, puis lui tendit l'enveloppe sans un mot. Il la regarda, interrogatif. Elle croisa les bras, comme pour se protéger de ce qu'elle allait lui dire. « C'est le document officiel de reconnaissance de paternité. Je l'ai signé. Il ne manque que ta signature. » Il resta immobile un instant, surpris par le calme de l'instant. Pas d'éclat, pas de cérémonie. Juste un acte posé, réfléchi, chargé de sens. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, bien qu'il en connaisse déjà la réponse. « Oui, tu n'as jamais utilisé Clara pour réhabiliter ton image. Tu ne m'as jamais demandé de revenir. Tu ne m'as jamais imposé de rythme ni de direction. Tu as été là. Tu es resté. Et surtout, tu l'aimes, sans condition. Ce n'est pas ton nom qui compte, c'est ta présence. » Il ouvrit l'enveloppe, sortit les feuillets, les parcourut des yeux. Tout était en règle. Il prit le stylo posé à côté et signa lentement, avec la gravité d'un homme qui sait ce que signifie l'engagement. Il rendit le document à Élise. Elle le plia, le rangea, puis le posa sur une pile de papiers administratifs comme un acte parmi d'autres, mais pas comme un banal formulaire. Puis elle s'approcha, prit Clara dans ses bras et la déposa doucement contre le torse de Guillaume. « Tu es officiellement son père, dit-elle, mais en vérité tu l'étais déjà depuis longtemps. » Guillaume embrassa le front de sa fille. Elle souriait, les yeux à demi fermés, la bouche entr'ouverte, paisible. Il sentit dans ce contact une confirmation muette. Il n'avait rien forcé. Il avait mérité sa place. Les jours qui suivirent furent emplis d'une sérénité inattendue. Julien annonça qu'il repartait en mission humanitaire en Afrique du Nord. Il était venu dire au revoir à Élise et Clara dans un échange sobre, sans promesse ni tristesse exagérée. Il savait qu'il avait accompli ce qu'il devait et que son rôle n'était plus celui d'un soutien permanent. Guillaume l'avait remercié en privé. Entre les deux hommes, il n'y avait jamais eu de rivalité.
mais une forme de reconnaissance implicite que peu d'hommes savent se donner sans parole. Camille, elle, réapparut dans les médias quelques semaines plus tard, au bras d'un réalisateur allemand. Les magazines la présentaient comme récupérée, plus épanouie que jamais. Guillaume, tombant sur un article dans un kiosque, le lut sans amertume. Leur histoire appartenait à un autre chapitre. Elle aussi avait fait ses choix, et il n'était plus dans le sien. Il tourna la page du journal et continua sa promenade avec Clara, endormie contre sa poitrine. Un soir, Élise invita Guillaume à dîner en terrasse. Clara dormait, bercée par les sons lointains de la ville. Le vin était léger, les plats simples. Ils ne parlèrent pas de projet. Ils ne parlèrent même pas de Clara. Ils parlèrent d'eux, non comme d'un couple ni comme d'un passé commun, mais comme deux êtres qui avaient traversé un naufrage sans se noyer. « Je ne sais pas ce que nous sommes, » dit-elle en observant les passants. « Moi non plus, » répondit-il. « Mais je sais que je suis bien là. Moi aussi. » Ils restèrent là en silence, à regarder la ville vivre. Il n'y avait plus de rêves à rattraper, ni de promesses à tenir. Il n'y avait que ce présent étrange et doux, fait de doutes et de certitudes mêlées. Quelques jours plus tard, dans un carnet qu'il tenait désormais pour lui-même, Guillaume écrivit « Je n'ai pas reconstruit ce que j'ai perdu. J'ai construit ce que je n'avais jamais eu. Et c'est peut-être ça, la vraie réussite. » Et quand il releva les yeux, Clara le regardait.